toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour la 5e édition du congrès Spot Pharma qui est organisé par la SFSPO, la Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales. Ce midi, j'ai le plaisir de vous accueillir pour parler d'un sujet en pleine actualité qui est encore probablement inconnu pour plusieurs d'entre vous, puisqu'il va s'agir du RSE. Alors, je vais laisser un petit peu le suspense pour la définition et l'acronyme. Pour mener cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Lessing, qui est en fait étudiante en pharmacie et qui représente l'ANEP, l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France, et également le docteur Olivier Bascoulès, qui est lui-même pharmacien d'officine. Et donc, l'un et l'autre vont pouvoir vous partager d'une part les notions de ce qu'on appelle par RSE et vous apporter un petit peu plus de pratique et de concret en vous donnant des pistes pour mettre en place des choses au sein de vos officines respectives. Et puis, bah, je vous laisse du coup commencer tout de suite avec Émilie qui va vous faire une petite présentation. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais C'est donc parfait. projeter le diaporama. Donc oui, effectivement, comme l'a introduit Arthur, on va parler de RSE qui a fait son apparition dans la convention pharmaceutique et on va essayer de redéfinir un peu tout ça tout d'abord pour que ça paraisse plus clair pour les gens qui sont présents avec nous. Donc bon, il a pu présenter rapidement la NEP. On va bientôt fêter nos 55 ans, donc c'est quand même une association qui a de la représentativité et on essaye de représenter donc plus de 33 000 étudiants en pharmacie. Pour ma part, donc en tant que vice-présidente en charge de la transition écologique et de la santé environnementale pour la NEP, j'ai 3 missions principales, 3 axes, on va dire. Une mise en pratique au local, donc faire en sorte que les 24 campus de pharmacie puissent agir et transitionner écologiquement sur leur campus. Ça m'arrive aussi de sensibiliser évidemment sur tout le thème de transition écologique et de la santé environnementale, puisque c'est pas forcément des thèmes qu'on retrouve dans notre cursus universitaire. On va y revenir après. Et ensuite, j'agis au niveau du secteur pharmaceutique. C'est notamment pour ça que je suis là aujourd'hui, pour donc intervenir auprès des officinaux, pour porter nos positions, montrer quelle est la vision des futurs pharmaciens sur leur futur métier. Mais ça m'arrive aussi d'intervenir dans le secteur industriel ou encore de parler avec le secteur hospitalier. Alors, donc, la RSE et la Convention nationale pharmaceutique. Donc, tout d'abord, la Convention nationale pharmaceutique, pour recontextualiser, la dernière, elle a été signée au mois de mars entre l'UNCAM et donc les deux syndicats représentatifs. Je pense rien vous apprendre en vous disant que donc, ça organise les rapports entre l'assurance maladie et les pharmaciens titulaires d'officine pour les 5 ans à venir. Et donc, d'autre part, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est toute la contribution qu'une entreprise peut avoir pour aller dans le sens des objectifs du développement durable, comme ils peuvent être définis par exemple par l'OMS. Il y a 17 objectifs. Grosso modo, on peut dire que c'est tout l'impact positif que peut avoir une société tout en étant économiquement viable, parce que voilà, on reste une société, on a besoin de gagner de l'argent. C'est vrai que la RSE, elle est beaucoup entendue et comprise. On y pense souvent pour les grosses entreprises en se disant que c'est elles qui ont le plus d'impact, mais elle est aussi très intéressante pour des structures plus petites. Et une officine a tout à fait sa place dans la démarche RSE. Et donc, c'est notamment ce qu'a pu montrer la nouvelle Convention nationale pharmaceutique, puisque donc là, vous voyez sur mon écran que je vous ai fait une capture d'écran du journal officiel en fait de la nouvelle convention, où on a un axe qui s'appelle le pharmacien acteur de l'écologie. Donc c'est vraiment mettre au cœur de notre pratique le fait qu'on peut s'engager dans l'écologie. Donc la première chose qu'on voit sur l'écran, c'est donc engagement du pharmacien pour une pratique professionnelle compatible avec les enjeux du développement durable. C'est clairement une définition que j'aurais pu donner de la RSE. Et ensuite, il y a toute la partie de la dispensation à l'unité des médicaments. Je pense que certains d'entre vous auraient beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. On va y revenir après, mais donc voilà, ça fait partie d'un des axes qu'on peut rentrer dans l'écologie qu'on peut faire par le pharmacien d'officine.
Donc, pourquoi j'interviens dans ce cadre-là? Parce qu'en fait, la NEP a pris de nombreuses positions depuis les dernières années en termes de transition écologique et de santé environnementale. Mon poste, il existe que depuis 2 ans, mais déjà avant, on avait certains axes plus développement durable. Et donc, depuis l'année dernière, on a vraiment mon poste qui existe. Et donc, dès novembre 2021, quand les négociations ont commencé pour la convention, l'ANEP a pris part à ces discussions pour donner un peu son avis, notamment sur... alors, j'ouvre juste les questions-réponses. Oui, il me semble que c'est enregistré. Alors effectivement, je profite de cet intermède pour, j'ai failli à mes devoirs de modérateur. Vous avez la possibilité de poser des questions-réponses dans le chat, c'est, l'onglet Q&R que vous voyez en bas de votre écran, et toutes les interventions vont être, enregistrées. Vous y aurez accès en replay par la suite. Oups. Oui, et donc, je reprends. Et la NEP a pu être force de proposition sur ce nouvel acte. Donc, il faut savoir que la démarche RSE faisait partie des propositions que la NEP portait pour la convention, mais que c'était pas la seule. Il y a certaines choses qui n'ont pas encore été acceptées, mais c'est des perspectives d'évolution potentiellement pour nos missions à la pharmacie. Je peux vous citer, par exemple, la dispensation adaptée. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au fait vis-à-vis de ça, mais la dispensation adaptée, c'est le fait, quand vous recevez globalement une ordonnance, ça vous arrive de pas toujours délivrer l'entièreté de la prescription. Peut-être que le patient vous dit qu'il n'en a pas besoin, ou vous-même, vous lui posez la question, est-ce que je vous mets toutes les boîtes, ou est-ce que vous avez besoin de ce médicament? Et là, vous faites de la dispensation adaptée. Donc, ça a des avantages en termes de santé publique. On évite des fois la polymédicamentation, mais il y a aussi le fait de baisser sa consommation de médicaments. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà acté. La dispensation adaptée, elle existe, mais que pour certaines classes médicamenteuses. Et donc, dans cette contribution qu'avait la NEP, c'était notamment étendre à d'autres classes médicamenteuses cette dispensation adaptée, mais aussi à des dispositifs médicaux, des pansements, etc., pour vraiment réduire notre impact qui, des fois, voilà, on délivre beaucoup de choses, alors qu'en fait, on pourrait en donner un peu moins. Si ça intéresse certains, je pourrais partager cette contribution. Il y a d'autres propositions. Mais donc voilà, c'était pour dire que l'ANEF a pris position sur ces sujets-là et que la RSE, on en a pas mal parlé, donc je pouvais en reparler aujourd'hui avec vous. Donc, pourquoi s'intéresser quand même à l'impact de votre activité sur... voilà, on se dit peut-être, oui, bon, bah, l'officine, c'est une petite entreprise, je l'évoquais en parlant de la RSE, pourquoi moi, je ferai des efforts, etc. En fait, il faut savoir qu'on a beaucoup étudié les effets du changement climatique sur la santé. Ça, on le connaît globalement, enfin voilà, c'est plus ou moins vulgarisé, mais on a des données. En revanche, on a beaucoup moins de données pour dire quel est l'impact du secteur de la santé sur le changement climatique. Et en fait, donc il y a un groupe qui s'est formé, je ne sais pas si ça parle à certains, le Shift Project, qui s'est intéressé à différents secteurs d'activité en France, et notamment la santé, et qui a sorti un gros rapport de plan de transformation de l'économie française en s'intéressant donc à tous ces secteurs d'activité. Il faut savoir que la santé, en fait, en France, c'est 8% des émissions des gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même assez considérable. Et surtout quand on sait qu'on est un secteur qui veut soigner, qui veut la santé de ses patients, en fait, par notre activité, on contribue au changement climatique et donc on contribue à une détérioration a posteriori de la santé de nos patients. Donc, en fait, s'engager pour le développement durable, entre guillemets, c'est vraiment s'engager pour la santé de nos patients aussi. Voilà, vous voyez, mais en fait, vous voyez mes questions. Alors, hop. L'achat donc des médicaments et des dispositifs médicaux, c'est vraiment les gros pôles d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, on pourra revenir dessus ensuite. Et vous avez des choses beaucoup plus basiques comme le transport ou encore l'alimentation, donc dans les établissements de santé, qui ont un gros impact. Enfin voilà, votre officine, c'est un lieu avec beaucoup de choses qui gravitent autour. Il y a plein de façons d'améliorer son impact, enfin de diminuer surtout.
Et on va revenir dessus. Donc vraiment, c'est se dire, la santé a un impact, enfin le secteur de la santé a un impact sur le changement climatique. Et donc, en fait, s'engager, c'est s'engager pour nos patients, c'est s'engager pour notre santé aussi, hein. Donc voilà. Donc j'ai déjà évoqué certains intérêts, hein. Effectivement, c'est un enjeu de santé publique quand on connaît les effets du changement climatique sur la santé. C'est un engagement auprès de ses patients. Vous donnez une image de vous, de votre officine, et vous vous engagez pour vos patients, pour vous-même. Ensuite, moi, j'aime bien redire que la pharmacie, on a une force incroyable, c'est que on se trouve sur tout le territoire, quasi partout, hein. Il y a peu de professionnels de santé ou même d'entreprises, hein, qui peut se targuer de dire ça. Et donc, on a une force de frappe et une possibilité de sensibilisation, de vulgarisation de tous, qui est très importante. Et voilà, donc à vous de voir si vous voulez l'intégrer dans vos missions. Et ensuite, il y a tout ce qui est valorisation de la profession. On est quand même dans une génération où les jeunes veulent trouver un sens dans le travail dans lequel ils vont s'investir. Et c'est vrai que une officine qui va avoir des valeurs différentes de son confrère, bah, peut-être que ça va faire pencher la balance pour recruter, surtout quand on sait les difficultés actuelles qu'il y a de recrutement en pharmacie. Donc voilà, vous valorisez votre officine, vous valorisez votre profession, puisque vous montrez que voilà, le pharmacien, c'est un acteur de la santé publique, de la santé environnementale. Et voilà, j'espère que vous êtes convaincus maintenant. Donc, si on rentre un peu dans le vif du sujet, la RSE à l'officine, c'est quoi globalement? Quels sont les gestes en fait qui peuvent permettre de rendre votre officine plus éco-responsable? Donc, pour appuyer mon propos, je vais reprendre des fiches RSE sur lesquelles l'ANEP travaille avec donc les 2 syndicats et une association de patients, donc la FLAR pour ceux qui connaissent. On s'est en fait intéressé à 3 thématiques phares sur lesquelles on peut agir à la pharmacie. Donc, c'est globalement agir sur l'empreinte carbone et l'énergie de son officine, gérer ses déchets. Et donc, on va voir par la suite, enfin, vous le savez déjà, à l'officine, on a des déchets quand même particuliers. Et donc, s'investir en termes de santé environnementale. Donc, on a regroupé ça en 3 axes. Donc, si on reprend au niveau de empreinte carbone et énergie, donc il y a des choses toutes simples, hein, et si je devais aussi rappeler quelque chose sur la RSE, c'est que là, on est en train de mettre des mots sur des choses que beaucoup d'entre vous font sûrement déjà. Alors peut-être pas tout, mais le but, c'est de vous montrer que vous êtes déjà engagé, sans le savoir peut-être, dans une démarche RSE. Et le but, c'est de poursuivre sur cette voie et de vous engager réellement en vous disant que vous avez envie de le faire. Donc, au niveau de l'énergie, bon, il y a des choses simples, hein, voilà, utiliser des ampoules LED, diminuer la luminosité dans la pharmacie, bien éteindre le soir évidemment, peut-être opter pour un fournisseur d'énergie plus verte. Et s'il y a quelque chose qui peut vraiment vous aider à baisser votre impact, c'est vraiment penser à rénover vos bâtiments pour limiter les pertes énergétiques. Ça vous permettra aussi potentiellement de baisser la facture à la fin du mois. Après, il y a tout ce qui a trait au déplacement. Donc, comme je l'ai évoqué au début, l'officine, voilà, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour, notamment vos collaborateurs, notamment vos patients. Et donc, c'est intéressant de voir quelle est la mobilité autour. Donc, potentiellement installer des bornes électriques pour favoriser l'usage de la voiture électrique par vos collègues. Favoriser le covoiturage, bon ça ce sera évidemment pour des officines assez grandes où il faut vraiment s'organiser. Si vous êtes 3, c'est plus facile. Créer un local vélo pour favoriser voilà, que par exemple les patients puissent venir et qu'ils ne se fassent pas voler leur vélo. Ensuite, il y a tout ce qui a trait au numérique. Alors, le numérique, il a révolutionné vraiment notre pratique officinale, hein. C'est vraiment génial de voir l'évolution du métier grâce à tous les outils qu'on a à notre disposition. Mais bon, effectivement, le numérique peut avoir un poids carbone assez important. Là, c'est vraiment des choses basiques qui sont écrites. Donc, gérer ses mails et sa boîte mail, éviter de stocker tous les mails qu'on reçoit et de ne pas les supprimer tout simplement une fois qu'ils sont lus. Gérer aussi ses drives, si vous utilisez le drive, c'est une très bonne, voilà, un très bon outil, mais pareil,
Ça utilise beaucoup d'énergie de stocker tous ces fichiers. Et enfin, donc, la dernière partie qui pourrait être abordée, c'est toute la partie des achats. En pharmacie, donc c'est vrai qu'on ne peut pas forcément pour le moment agir beaucoup sur les achats de médicaments, mais tout ce qui est parapharmacie, c'est intéressant de s'intéresser aux produits que vous référencez. Vous pouvez choisir des produits qui vont être plus respectueux de l'environnement, plus locaux, qui ont une composition plus propre. C'est même pour vous, en fait, vous penchez sur tout ce que vous référencez, vous allez être plus à même de les conseiller ensuite. Donc, c'est intéressant de s'y pencher. Au niveau des achats, on peut aussi parler de la fréquence des achats. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va vous paraître étrange, mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas d'avoir 2 commandes par jour. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors là, peut-être que ça susciterait du débat, mais globalement, quand on dit à nos patients qui viennent à la pharmacie le matin, voilà, qu'on n'a pas le produit, qu'on peut le commander et qui sera là dès l'après-midi, la plupart du temps, ils sont surpris. Donc, parce qu'ils ont l'habitude de commander des choses sur Internet, etc. Et que dans ce sens-là, ils savent qu'il faut quand même attendre. Et leur dire que dès l'après-midi, ils peuvent avoir le produit, ils sont toujours surpris. Mais la plupart des gens ne reviennent pas l'après-midi même. Et donc, vous avez fait venir une commande de plus. Donc, bon, il n'y a pas que les premiers, évidemment, dans la commande. Mais voilà, peut-être que repasser à une commande par jour peut être intéressante pour éviter tout le trafic qu'il y a au niveau du grossiste répartiteur, etc. Sachant que c'est quelque chose qui peut être discuté avec vos confrères aux alentours, parce que évidemment, si la SERP ou le CP passe chez votre confrère d'à côté, mais qu'elle passe pas chez vous, elle aura fait globalement le même nombre de kilomètres. Mais vous pouvez instaurer une réflexion avec vos voisins et réfléchir à une nouvelle stratégie pour réduire votre empreinte carbone. Donc c'est une question que je laisse en suspens et que je vous laisse répondre de votre côté, mais voilà, ça invite à la réflexion. Alors, d'autre part, il y a tout ce qui avait trait aux déchets. Donc, c'est vrai que l'officine, on a des déchets quand même tout à fait particuliers. Je vais peut-être passer rapidement sur les déchets courants parce que c'est des gestes que vous faites sûrement dans votre vie de citoyen de tous les jours. Peut-être que nombreux d'entre vous ne donnent plus de sac, par exemple, ou en tout cas proposent de le vendre dans ces cas-là si le patient en a vraiment besoin, même si on fait toujours des exceptions voilà, pour un patient qui, pour une fois, a oublié son sac. Mais c'est quelque chose qui réduit votre impact. Au niveau des impressions, c'est compliqué aussi. On est encore dans un système où on utilise beaucoup de papier. Mais si vous en utilisez, je pense que la plupart d'entre vous utilisent déjà le noir et blanc. Pourquoi pas passer à du papier recyclé, même si ça a un coût, ça peut être une démarche voilà, que ça se voit directement. Votre patient aussi verra que vous utilisez du papier particulier. Parce que ce dont j'aimerais beaucoup parler, c'est donc les déchets médicamenteux. Donc, à la pharmacie, c'est vrai qu'on a des médicaments qui nous reviennent. Moi, je pense que ce qui est important de rappeler aux patients, c'est que déjà, Cyclamel, c'est pas du recyclage. On va pas refaire quelque chose de ce médicament et c'est encore moins de l'envoi humanitaire, comme ça a pu l'être jusqu'à une quinzaine d'années. Parce qu'en fait, il y a des patients qui ramènent encore leurs médicaments en pensant que c'est pour voilà, une bonne action de leur part, s'ils en ont trop à la maison. Voilà, on voit de tout, on entend de tout. Donc, c'est bien de rappeler en fait que Cyclamel, c'est juste de l'élimination propre du médicament. Par propre, j'entends juste, c'est de l'incinération, donc évidemment, ça a un impact carbone, mais on évite de polluer nos eaux et d'avoir d'autres problèmes par ailleurs. Et donc, voilà, bien faire comprendre ce que c'est Cyclamel aux patients, essayer de le rappeler à chaque délivrance, notamment d'antibiotiques, et on reviendra dessus après. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, le CESPharm a sorti une campagne sur Cyclamel avec des super infographies, que ce soit à l'attention du patient, donc à afficher dans l'officine, ou à l'attention de l'équipe officinale, donc pour le back-office, pour bien comprendre quels sont les produits ou non qu'on récupère dans le Cyclamel et avoir donc une bonne gestion de ces déchets, là. Bien sûr, rappeler aussi aux patients
que c'est important de jeter lui-même en fait la notice et le carton chez lui, parce qu'en fait, il peut le recycler de son côté, alors que nous, bah, voilà, encore une fois, c'est de l'incinération, on n'en fera rien. Pour les dasseries, bon, voilà, c'est encore un déchet particulier. Pareil, c'est important de rappeler qu'il y a une voie particulière d'élimination, et là, il y a tous les risques infectieux, etc. C'est toujours intéressant d'en parler aux patients, ils comprennent mieux l'intérêt en fait. Et ensuite, tout ce qui est donc achat responsable. Quand on dit gestion des déchets, c'est là plutôt se dire quel est le déchet que je ne vais pas produire. Donc, encore une fois, référencement de marques plus éco-responsables, etc. Donc, c'est ce qui est écrit sur la diapo, favoriser les fournisseurs qui limitent les emballages, peut-être favoriser la vente en vrac. Pour l'instant, c'est encore débutant, mais voilà, Pierre Fabre travaille pas mal sur ça dans certaines officines test depuis 1 an. Proposer des éco-recharges, donc toujours dans le but de réduire les déchets produits. Favoriser les produits naturels et sans polluants. Et ensuite, un point important, ce serait tout ce qui est location des dispositifs médicaux. C'est quelque chose qu'on fait déjà pour certaines choses, par exemple les tire-laits ou encore les fauteuils roulants. Ce serait intéressant de l'étendre à d'autres dispositifs. Ça demande de la gestion, mais c'est des choses dont on n'a pas forcément besoin sur le long terme. Enfin, voilà, là, sur la diapo, il y a écrit tensiomètre, béquille. Et le proposer à la location aux patients, bah, c'est vraiment réduire le nombre de produits qu'on va vendre. Enfin, du coup, le louer, c'est vraiment le circuit de récupération, etc. Donc, c'est quelque chose à réfléchir pour les dispositifs médicaux qui tournent beaucoup dans votre officine. Et enfin, donc, le pharmacien, il est acteur de la santé environnementale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va le rappeler quand même, le pharmacien, il a une formation scientifique. C'est un professionnel de santé qui connaît la santé et qui sait faire des liens avec voilà, les mécanismes d'apparition de certaines maladies, les facteurs de risque. Et on sait maintenant que l'environnement a un grand rôle dans l'apparition de certaines maladies chroniques, le diabète, l'asthme. Et donc, dans ce sens-là, il a tout à fait sa place pour sensibiliser et vulgariser tout ça. Mais encore faut-il donc se former sur ces facteurs. Je reviendrai sur ça à la fin, mais c'est vrai qu'il manque encore une grosse partie de formation et ça fera l'objet donc d'un point. Vous pouvez vous renseigner par exemple sur le plan régional de santé environnementale de votre région, donc ça s'appelle PRSE, on est au PRSE 4, pour voir ce qui est mis en place dans votre territoire, c'est intéressant. Ensuite, privilégier des produits à faible impact environnemental. Donc, encore une fois, on est sur le référencement des produits locaux non toxiques. On va revenir dessus juste après. Et ensuite, donc, favoriser la dispense des médicaments à l'unité. Alors, grande question. En soi, vous en faites déjà de la dispense à l'unité au niveau des produits stupéfiants. Mais c'est vrai que là, la Convention nationale pharmaceutique qui a été signée, elle incite surtout sur tout ce qui est antibiotiques. Pour l'instant, on ne va pas se mentir, c'est très compliqué. On n'a pas de conditionnement industriel qui nous permette de faire une dispensation sécurisée de nos médicaments à l'unité. Mais c'est en réflexion. Et il faut aller vers ça, notamment pour lutter contre l'antibiorésistance, qui, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais est un enjeu majeur de ce siècle en termes de santé publique. Et le pharmacien a tout à fait sa place dans cette lutte. Vous le faites déjà. Déjà, rien quand vous dites de ramener à cyclamède tout ce qui est antibiotique, vous participez à lutter contre l'antibiorésistance. Quand vous vérifiez les prescriptions, que c'est la bonne dose, la bonne durée de traitement, que vous rappelez que le médicament il est bien pour ce patient-là, vous faites de la lutte contre l'antibiorésistance. Les nouvelles missions, pour ce qui est du TROD Engine, c'est pareil. S'investir dans la mission du TROD Engine à l'officine, c'est permettre d'éviter une prescription d'antibiotiques pour une angine qui est tout simplement virale et qui n'a pas besoin d'un traitement. Et ensuite, tout le rôle préventif du pharmacien, qui rappelle les gestes barrières quand quelqu'un est malade, ou encore tout ce qui va être prévention d'avoir des rapports protégés.
Il y a plein d'IST qui sont bactériennes et voilà, vous luttez contre l'antibiorésistance tous les jours et la dispensation à l'unité, c'est un pas de plus. Je reviens juste donc pour tout ce qui est référencement de produits à plus faible impact, etc. C'est vrai qu'il y a des produits parapharmaceutiques qui contiennent notamment des perturbateurs endocriniens. Et je voulais revenir aussi sur, donc dans cette convention nationale pharmaceutique, vous avez la mission de l'entretien court de la femme enceinte. Actuellement, cet entretien, il veut dire qu'à n'importe quel moment de la grossesse, le pharmacien il peut proposer donc un entretien pour sensibiliser la femme enceinte aux risques liés à la prise de substances tératogènes ou phétotoxiques. Donc, on ne parle pas de perturbateurs endocriniens en tant que tels, mais c'est une bonne perspective d'évolution de se dire que donc, le pharmacien, il a tout à fait sa place, il connaît ce que sont les perturbateurs endocriniens globalement, et on sait que dans les 1000 premiers jours de l'enfant, et notamment durant la grossesse, c'est important d'avoir le moins d'exposition possible aux perturbateurs endocriniens. Là, vous voyez que notamment les phtalates, donc c'est des perturbateurs endocriniens, c'est une classe particulière, si on les retire, on peut faire reculer 8 maladies infantiles. Donc, c'est quand même important et je pense que le pharmacien peut totalement vouloir s'investir dans ce genre de mission. Donc voilà, ça c'était une perspective d'évolution de l'entretien court qui a été introduit maintenant. C'est une position que porte la NEP, mais après, voilà, chacun peut y voir ce qu'il veut derrière. Donc j'ai beaucoup parlé, je vais faire une petite pause et je vais laisser donc Olivier Bascoulès vous présenter un peu la démarche RSE qu'il a mise en place dans son officine. Parce que là, je vous ai parlé beaucoup de théorie, mais c'est important de voir aussi la pratique, que ça peut vraiment se mettre en place et qu'il y a des gens qui réussissent. Donc voilà, je te laisse prendre la parole, Olivier. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour ta présentation également. Et juste, si je peux rebondir en 2 secondes sur ton intervention, c'est tout à fait juste ce que tu viens de préciser sur l'entretien de la femme enceinte. Au vu des dernières données épidémiologiques, ça serait quand même un non-sens de ne pas parler aux femmes enceintes de perturbateurs endocriniens. Et également, peut-être qu'on peut le faire vérifier avant la fin de l'entretien, juste la dispensation adaptée, a priori, n'est plus rémunérée à l'officine depuis le 1er juillet, il me semble, malheureusement. Ah, alors, désolée. Il n'y a pas de souci, mais bon, je fais partie aussi de l'USPO et bon, concrètement, je pense que cette information m'a traversé les oreilles à un moment. Donc, je vais vous parler pendant 10 minutes sans diaporama, donc je vais essayer d'être clair et concis à la fois. Pour me présenter, donc je suis effectivement pharmacien d'officine, titulaire depuis 15 ans. La RSE pour moi, ça a été l'occasion de me questionner sur mes pratiques de chef d'entreprise. Avant de commencer, on peut clairement dire, après la présentation d'Émilie, que la démarche, elle est vaste et que de ce fait, on n'aura pas 2 démarches de pharmacien d'officine semblables. En fait, la RSE peut prendre diverses formes. Je vais donc essayer de décrire la mienne et évidemment, chacun pourra s'inspirer en fonction de son environnement, de la taille de son officine, de ses parties prenantes, de ses patients, de l'implication de ses employés, etc. Donc pour moi, la démarche, en réalité, elle a commencé avant même que je le sache. Je me suis installé dans un village seul en Ariège et 2 ans après mon installation, 2 médecins sont partis. Et du coup, mon engagement sociétal a commencé avec cette espèce de combat contre la désertification médicale. Ça, j'ai dû le faire moi-même parce que la dynamique locale n'allait pas vers ça. Et à l'époque déjà, les statistiques concernant les médecins et les départs à la retraite existaient. Donc je sentais que c'était un vrai enjeu
d'entreprise pour moi de créer, d'arriver à trouver des médecins. Au-delà de ce combat, en 2015, j'ai entamé donc une démarche de développement durable, après des rencontres et un accompagnement, entre autres, par le laboratoire Pierre Fabre, mais ça m'a permis donc de réfléchir sur cette RSE et de créer surtout d'essayer de créer dans la pharmacie une culture d'entreprise commune, c'est-à-dire arriver à ce que notre équipe, nos employés, arrivent à se projeter. Donc, on a un projet en particulier de travaux et on réfléchit à la qualité de vie au travail, on a réfléchi à développer l'autonomie. En tant que chef d'entreprise également, on a réfléchi aussi à orienter nos investissements et surtout donc à créer du lien avec le territoire. Donc, j'ai pu constituer au fil des ans donc, tout un inventaire de mes parties prenantes. Et enfin, j'ai essayé depuis 2015 surtout de décliner donc l'engagement en développement durable à toutes les échelles, donc locales et bon, jusqu'à l'échelle nationale, on va dire. Donc, ma démarche donc, sur la RSE, du coup, elle repose sur 4 piliers. Je me suis calé sur un référentiel, le label très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Et ce label m'a permis au départ donc, de me former une demi-heure par semaine et donc de pouvoir acquérir quelques connaissances nécessaires à la quête de sens, puisque toutes ces actions très diverses ont quand même un sens, et Émilie l'a expliqué. Donc, le premier pilier, on peut dire que c'est le pilier donc, environnemental qui vise à réduire ses impacts, mais je peux citer quelques points sur cet engagement environnemental. Bien sûr, on a le suivi de nos consommations énergétiques. Je dis juste un mot sur la sobriété qui est d'actualité, puisque la consommation électrique d'une pharmacie, elle est assez constante, et je trouvais un peu... je ne trouvais pas d'explication à cette maîtrise de l'électricité. Je l'ai aujourd'hui. Je l'ai aujourd'hui. Le prix de l'électricité va augmenter. Il n'est pas prêt de baisser, malheureusement, et j'ai un système de chauffage classé 3A dans le sens qui chauffe et dans le sens qui refroidit. Donc c'est quelque chose que j'avais anticipé et qui aujourd'hui n'est pas idéal. Je tiens à dire que mon engagement voulait absolument que la pharmacie et les travaux de ma pharmacie maintiennent mon établissement au centre et au cœur du village, et j'aurais aimé mettre des panneaux photovoltaïques pour générer moi-même ma production d'électricité, mais je suis dans une zone bâtiment de France. Dans la démarche RSE, là en l'occurrence, on a juste un témoignage que sans organisation politique, mes actions sont limitées. Et j'ai d'autres exemples, si besoin, dans ce sens. Pour aller plus vite, je me suis intéressé à la qualité de mon air intérieur, au protocole de nettoyage sans biocides, j'ai sensibilisé la population aux bons gestes, puisque bon, on fait bien sûr du tri sélectif, mais dans Cyclamed, il faut quand même savoir que 72% des boîtes, au dernier conseil d'administration Cyclamed, on a chiffré à 72% le nombre de boîtes qui arrivent avec leur carton dans Cyclamed, alors que le carton, ça va dans le sac jaune, et ça, on l'explique chaque jour au comptoir. Amener ce discours auprès des équipes, ça s'est pas fait en 10 minutes. Aujourd'hui, on le fait quasi systématiquement, et là, j'ai un vrai motif de satisfaction pour mes équipes. De façon plus anecdotique, je parraine 2 ruches dans la vallée, une association d'apiculteurs. Ça fait 2 ans que j'ai mes ruches, j'ai pas encore de miel. Donc, c'est quand même pas bon signe sur l'état de santé de mes abeilles. Ça, c'est vraiment anecdotique, mais en Ariège, si on doit connaître notre environnement, eh bien, ça reste préoccupant. Dans le ruisseau juste à côté de la pharmacie, j'ai 51 résidus de médicaments qui surnagent, avec 51 résidus de pesticides, et on arrive, en recueillant l'eau de pluie, à récolter des particules plastiques
en haut des montagnes des Pyrénées ariégeoises, ce qui quand même questionne sur l'environnement. Les médicaments qui circulent dans la Lèze à côté de chez moi ne viennent pas tous de ma pharmacie, puisque j'en ai la liste exacte. Et en tant que pharmacien engagé dans ces impacts, je ne peux que me préoccuper malgré tout de ces thématiques. De ce fait, donc, je suis engagé auprès, donc j'ai créé la maison de santé du village aujourd'hui avec donc une population, on est 29 médecins, enfin, pardon, 29 professions médicales, une sage-femme, un infirmier en pratique avancée et 3 médecins. Pardon, 4 médecins maintenant. Donc, c'est vrai que ces préoccupations, il y a plus de 10 ans sur les désertifications médicales, aujourd'hui, elles portent leurs fruits. Donc, je suis également engagé au niveau du territoire, au niveau de la CPTS et également au sein de l'USPO, donc au niveau national, puisque je suis dans le groupe santé-environnement de l'USPO. Donc, je peux indiquer le deuxième pilier, après le pilier environnemental, le pilier social. Donc, on a beaucoup travaillé sur la qualité de vie au travail. On est parti de constats avec des enquêtes de satisfaction en interne. On fait du management avec des programmes de formation. J'ai des équipes avec 100% de CDI à date, 100% de CDI dans ma pharmacie. Donc, j'ai envie de créer de la valeur, de la stabilité. J'ai des failles, je n'ai pas traversé le Covid sans un impact auprès de mes équipes. Voilà, ça c'est la tendance nationale, mais j'ai un absentéisme tout à fait respectable et selon mon comptable inférieur à celui de la moyenne locale. Concernant la mobilité, donc je propose le forfait mobilité durable. Bon, des avantages sociaux, on va dire, sans rentrer dans les détails, un peu au-dessus des minimums sociaux. Et cette année, on a un intéressement que j'ai rajouté, un intéressement à la bonne marche de l'officine. À noter quand même un succès qui quand même était une surprise, puisque depuis 2 ans, on propose à nos employés du yoga et de la gymnastique. Et proposer ça entre midi et 2 heures à une équipe qui a besoin de se reposer, sincèrement, je n'y croyais pas, mais au yoga, on a 3 à 4 personnes systématiquement chaque semaine. Et voilà, ça c'est un motif de satisfaction. C'est juste moi qui traîne des pieds et qui devrait montrer l'exemple, mais qui, sur ces activités-là, bon, reste un peu en retrait. Au final, je peux parler également donc, du pilier économique, hein, puisque sur le pilier économique, Émilie en a très bien parlé, mais bon, on est quand même parti d'enquête de satisfaction patient. On s'est interrogé à nos patients, 20% par exemple, demandaient à ce que les prix soient plus bas. On a pris en compte ces demandes. L'objectif, c'est pour nous les achats responsables. Et aujourd'hui, je peux le dire, je fais partie d'un groupement Giropharm qui se préoccupe de la RSE. Le congrès de Giropharm a lieu la semaine prochaine, le 7 octobre, j'anime un atelier RSE et je vais rencontrer les dirigeants de Giropharm et de ça, je peux être qu'enthousiaste à cette idée. Donc, les produits labellisés locaux sont privilégiés, mais au final, la démarche a été également d'aller vers chaque prestataire, vers chaque laboratoire en leur demandant ce que eux faisaient pour le développement durable. Et depuis 5 ans, je me suis rendu compte que entamer ces démarches seul, ça reste très peu productif. Néanmoins, j'ai fait signer une charte de partenariat éco-responsable à un grossiste, la SERP Toulouse. Et voilà. Donc, mais si vous voulez, c'est très difficile de faire diminuer le nombre de livraisons d'un grossiste, le nombre de livraisons quotidiennes, quand mes confrères derrière moi sur la tournée, si vous voulez, continuent à demander autant de livraisons. Et effectivement, on a la démonstration que seul, on arrive à pas grand-chose. Voilà. Donc aujourd'hui, il est question en termes d'économie d'arriver à de vrais résultats, à ne pas sombrer dans le greenwashing. Et pour le coup, on va devoir se plonger avec nos partenaires sur de vraies
solutions qui vont devoir amener une décarbonation à terme. Parce qu'effectivement, la sobriété, cette vision un peu court-termiste que l'on a là aujourd'hui, elle est évidemment sans commune mesure avec ce que le pharmacien peut donner avec un petit peu de préparation. J'ai travaillé également donc à la numérisation de tous mes documents comptables. Voilà, donc effectivement, j'ai essayé aussi de diminuer de façon drastique la visite médicale. Voilà, tous ces transports en voiture. Donc, Émilie, après, a bien parlé de la location et tout ce qu'on pouvait faire en termes d'achat. Et on est effectivement, au début. Le pilier sociétal, je vais en parler pour finir, puisque c'est le 4e pilier RSE. Pour le pilier sociétal, je vais... mon engagement, il est avant tout pluriprofessionnel. Aujourd'hui, j'ai des liens avec toutes les professions médicales de la vallée jusqu'à Toulouse, jusqu'à l'hôpital, jusqu'au CHU Purpan, jusqu'à l'université. Je vais en reparler immédiatement, mais également, j'ai mes parties prenantes qui sont également bien identifiées sur la vallée, dans la mesure où l'action locale du pharmacien donc, va devenir importante, en particulier en santé et environnement, et il est évident que on va devoir parler avec nos prestataires locaux. Mon engagement universitaire, je vais en parler puisque j'ai participé à 2 thèses sur Toulouse. L'évolution du rôle du pharmacien d'officine et de l'industrie pharmaceutique dans le contexte actuel de la consommation éco-responsable, ça c'était une thèse de pharmacie. Et j'ai également participé à une thèse sociétale de médecine sur les résidus médicamenteux environnementaux, avec regard croisé entre les différents parcours, entre les différents acteurs du parcours du médicament en Ariège. Ces rencontres, ce travail a permis donc d'entrer en contact avec beaucoup de partenaires et de faciliter les contacts, les échanges. Et donc, je peux finir par ça, puisque bon, mon engagement sociétal, il est essentiellement autour aujourd'hui de mon engagement autour de la maison de santé locale. Et j'espère avoir pu donner une espèce de panel comme ça, suffisamment large d'un engagement sur le terrain, qui est avant tout un engagement au comptoir. Hein. Je tiens à préciser que le Covid n'échappe à personne. Merci Olivier, on va essayer de passer très rapidement Émilie. On a quelques questions dans le chat et le temps défile à une vitesse folle. Émilie, je te passe la main. Merci Olivier. Merci beaucoup Olivier pour son intervention. Merci. Alors, moi, je voulais juste revenir rapidement sur la partie formation. On a dit que donc, le pharmacien devait se former pour devenir vraiment acteur de la santé environnementale de ses patients. Donc, comme j'interviens au sein, pour la NEP, je me permets quand même de vous donner un état des lieux. En fait, on a fait une enquête interne en avril 2021 sur 720 étudiants donc en pharmacie, sachant que donc pour eux, 97,6% des étudiants qui ont été sondés considèrent que le changement climatique, c'est un enjeu majeur de ce siècle, mais que par ailleurs, donc dans cette enquête, ils révèlent qu'il y a un véritable manque de connaissances pour nous, enfin, dans notre cursus universitaire, en termes de santé environnementale et de transition écologique en santé. Les résultats en fait sont très hétérogènes entre les facultés, mais globalement, il y a un manque criant d'information et de formation. Nos positions actuellement, c'est de dire qu'il faudrait déjà avoir des connaissances globales des enjeux climatiques en santé dans le premier cycle de formation, et qu'ensuite, il y a un apprentissage plus appliqué au métier de pharmacien qu'on va exercer dès notre spécialisation, donc que ce soit industrie, officine et hôpital. Je vous ai remis là sur la diapositive les 5 thèmes qui reviennent beaucoup dans la demande des étudiants. C'est donc les perturbateurs endocriniens, les liens santé-environnement, notamment dans les maladies chroniques, etc. Renforcer le rôle de prévention du pharmacien et comment le faire au comptoir. L'antibiorésistance, donc là, ça s'applique surtout donc hôpital et officine. Et ensuite, un cycle de vie plus vert, donc agir de la conception à
à la fin de vie du médicament, hein, quand il se retrouve dans nos zones notamment. Et globalement, les revendications étudiantes sont d'avoir cette thématique abordée dans le service sanitaire. Mais pour pouvoir avoir un service sanitaire pertinent, il faut que notre formation en amont soit quand même assez consistante. Sinon, c'est difficile de s'investir dans cette thématique si on n'y connaît rien du tout. Je reviendrai aussi sur le fait de la formation, donc là c'est la formation initiale dont je parle, mais la formation continue aussi est importante. Je pense qu'actuellement, c'est quand même très difficile pour les pharmaciens en activité de se former sur ces thématiques, puisque, enfin voilà, si déjà nous, on n'est pas formés au sein de la formation initiale, compliqué d'avoir des modules vraiment adaptés pour la formation continue. Sachez que ça existe quand même, mais vous pouvez aussi faire remonter que c'est quelque chose qui vous intéresserait pour que les formations s'adaptent ensuite. Donc voilà, pour la conclusion, et on va prendre donc les questions, on va avoir un petit peu de temps. On se rend compte que donc la RSE qui a fait son apparition dans la Convention nationale pharmaceutique, elle a un rôle très important et elle vous donne aussi une fenêtre d'accès sur tout ce qui va avoir attrait à la santé environnementale. Vous pouvez, si vous avez votre démarche RSE, montrer l'exemple auprès de tous les Français qui passent la porte de votre officine. On sait que le professionnel de santé a quand même un impact sur la vie des patients. Il a quand même ce rôle d'exemple. On lui fait confiance. Donc voilà, beaucoup de Français font confiance à leur pharmacien et c'est tant mieux. Vous avez donc aussi la possibilité de parler de la sensibilisation à la crise climatique. Si vous êtes voilà, formé, que vous comprenez vraiment les enjeux, vous pouvez en parler au comptoir. Ça peut être un sujet de discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de vos patients de plus en plus qui vont être anxieux à l'idée du monde dans lequel on vit, etc. Vous avez ce rôle aussi de pouvoir être factuel, de pouvoir discuter avec eux de tout ça. Et bien sûr, de faire les liens santé-environnement, comme je l'ai évoqué, dans toutes les pathologies chroniques qu'on a tous les jours dans nos ordonnances, vous avez totalement la possibilité et la capacité de vous former et de comprendre ces enjeux et de pouvoir les réexpliquer simplement à toute personne qui passerait la porte de votre officine. J'espère que ça vous a intéressé et on va pouvoir peut-être passer aux questions. Arthur, si tu Ouais. peux. Merci beaucoup d'abord à tous les deux pour vos interventions respectives. Il y avait une question purement technique qui demandait pour savoir si on avait la possibilité de louer des appareils d'automesure. Oui, c'est possible. Il faut juste s'assurer de la traçabilité, de la désinfection et bien expliquer les choses aux patients. À titre personnel, c'est quelque chose que nous faisons à l'officine. On les loue sur une semaine, ce qui permet à l'initiation de traitement ou avant réévaluation de le mettre à disposition du patient. Il y avait une question très intéressante et j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour l'évoquer parce que c'était une question que je voulais vous poser à titre personnel. À l'heure où on parle de la démarche qualité à l'officine, pourquoi le RSE n'est pas intégré dans cette démarche qualité? Est-ce que vous avez un début de réponse? Parce que les deux sont quand même étroitement liés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire l'un et l'autre sur ça, s'il vous plaît? Je pense qu'Olivier, tu serais plus à même de répondre vu que tu as eu un label de certification à ce niveau-là. Je peux déjà amorcer une réponse, mais de dire que rien que le fait que la démarche qualité soit compliquée à mettre en place dans les officines, là, la RSE, elle vient juste d'être introduite dans la Convention nationale. Donc, c'est vraiment, enfin, on est aux prémices et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faudrait que c'est la même chose en fait. Si on a une officine qui a un label qualité, la démarche RSE devrait être intégrée, mais c'est à discuter avec je sais même pas en fait le label qualité comment ça se passe exactement, Mais oui, beaucoup de responsables de groupements, de syndicats, effectivement, commencent à imaginer effectivement que cet aspect-là de la RSE pourrait être le prolongement de l'ISO 9001. En réalité, la RSE, c'est le référentiel de l'ISO 26000. Mais il est assez long à mettre en place. Hein, ça demande un investissement relativement long. Moi, ce qui m'a intéressé dans la RSE, peut-être, et qui n'existe pas forcément dans l'ISO 9001, que je connais très peu, donc je ne veux pas m'avancer, mais malgré tout, c'est l'aspect humain, l'aspect sur la qualité de vie au travail, sur le rythme des horaires, les déplacements, le bien-être des employés.
voilà, l'aspect qualité de l'ISO 9001 n'a pas forcément cette approche de l'humain. Je confirme que ce n'est pas Et l'objectif de la norme ISO, hein. Mais là, l'idée, c'était d'intégrer en fait pleinement le RSE dans la démarche qualité, notamment d'un point de vue méthodologique. C'était ça la question. Est-ce que vous pourriez tenter d'y répondre? c'est-à-dire que c'est-à-dire que moi j'ai un référentiel effectivement dans lequel on pourrait piocher quelques items. Dans l'absolu, ça pourrait malgré tout, alors on pourrait commencer par ajouter un volet par exemple d'achat éco-responsable. On pourrait adapter effectivement et compléter la norme ISO 9001 si ça peut amener un élément de réponse. Mais ça serait un vrai travail. Là, le problème des normes et des certifications, effectivement, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, un secteur professionnel comme le nôtre a le temps d'empiler les tâches et de s'y mettre clairement aujourd'hui? Il faut agir sur le court terme, je pense, avec la mise en place de l'appréhension par le plus grand nombre de certains fondamentaux. Et puis après, effectivement, donner la possibilité plus tard à ceux qui veulent de monter en compétences. Mais oui, tout est possible. Au jour où on parle, voilà. Alors, il y a un rebondissement là sur ce qui vient d'être dit avec la difficulté justement d'intégrer le RSE dans le référentiel de l'ISO. Je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux. Effectivement, la norme ISO est vraiment purement centrée sur la qualité. Néanmoins, dans le cadre de la démarche qualité qui se veut globale, on pourrait intégrer la norme ISO plus effectivement des choses dédiées à la RSE. Et au niveau méthodologique, est-ce que vous pourriez nous partager des possibilités vraiment concrètes qu'on puisse mettre en place sur le terrain tous les jours? Pour le suivi de ces consommations, vous avez un suivi nécessaire hein, de vos consommations d'eau, d'électricité par des applications. Pour la santé environnementale, vous avez des applications également qui indiquent la qualité de l'air sur votre secteur. Vous avez forcément, donc apparemment ça peut se faire aujourd'hui, ces applications existent même parfois quartier par quartier. Vous avez la possibilité également d'avoir la carte des pollens. On peut imaginer qu'une pharmacie sensibilisée en santé environnement pourra diffuser une forme de météo sur la qualité de l'air. Enfin, je veux dire, en pleine canicule, moi j'ai des personnes de 90 ans qui viennent à pied à la pharmacie. Donc, si vous voulez, il faut quand même. Ça reste quand même des choses qui sont difficiles, je pense, concrètement. Là, j'ai une question très pratico-pratique avec, par exemple, la question de la dispensation à l'unité. Ça a été évoqué tout à l'heure, avec notamment le blister qui est composé d'aluminium, de plastique, plus l'emballage carton, etc. Avec bien évidemment la difficulté de la traçabilité, vous le savez aujourd'hui, qui nous est demandée, ou on le voit par exemple avec les stupéfiants, on galère parce qu'il y a un code data matrix sur la boîte et puis on fait de la dispensation à l'unité. Est-ce que là, concrètement, on a des solutions de terrain là, pour terminer dans les quelques minutes qui nous restent? Je peux me permettre de répondre vis-à-vis de ça. C'est vrai que c'est très compliqué. J'imagine que là, on évoque l'arrivage en gros des médicaments et après la redispensation vraiment personnalisée, comme on peut voir voilà, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. C'est vraiment pas le modèle vers lequel l'Europe est en train d'aller. On est en train d'aller vers une sérialisation, etc. On veut tracer boîte par boîte. Clairement, on va pas pouvoir. Enfin, en fait, il faudrait changer tout le système de santé qui est en train de se dessiner. C'est pas du tout envisageable actuellement, même si c'est vrai qu'au niveau de dispensation à l'unité, ça changerait tout. Mais ça veut dire changer totalement la configuration de l'espace de vos officines, avoir des robots pour faire toute cette dispensation. Enfin, on est en train de, c'est un changement monstrueux et c'est pas du tout actuellement le mode de pensée du système de santé européen. Surtout que, enfin voilà, tout ce qui est sérialisation, c'est aussi permettre de lutter contre la contrefaçon médicamenteuse, etc.
En fait, on est déjà trop lancé dans un chemin pour revenir vers un autre modèle dans ce que j'entends actuellement. Mais je laisserai peut-être Olivier compléter. Voilà, 1 minute pour conclure. 1 minute, oui, la dispensation à l'unité déjà ne fait pas partie du prochain avenant. Du prochain avenant, c'est quelque chose qui a déjà été négocié, qui n'a pas forcément été discuté puisque c'était une décision présidentielle et effectivement, l'essentiel de l'effort a été mis sur la sérialisation. Voilà. Donc, ce qui reste à venir, c'est l'engagement du pharmacien, l'engagement éco-responsable du pharmacien et l'engagement dans la santé environnementale. Je ne sais pas si tu conclus du coup, Arthur. Pardon, effectivement, je n'avais pas le son, ça marche moins bien. Je voulais vous remercier tous les deux pour vos interventions respectives qui ont pu déjà nous ouvrir un petit peu l'esprit sur ce qu'était le RSE. Il y a des choses aussi simples que des fois couper des lumières, en mettre qu'une sur deux avec les néons qui consomment énormément ou ne serait-ce que le papier qui possède 2 faces et dont nos imprimantes n'utilisent souvent que le recto. Donc, il y a plein de petits gestes au quotidien qui, mis bout à bout, peuvent aider la planète. Donc, merci à l'un et l'autre pour vos interventions respectives. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour le prochain atelier qui débute à 20h30 et qui va s'intéresser à la vaccination de l'adulte, avec notamment pour savoir ce qu'il y a de neuf à l'heure actuelle, l'évolution du calendrier vaccinal, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir dès 20h30. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci Oui, beaucoup. merci à tous. Au revoir. Vous avez mes coordonnées pour ceux qui seraient intéressés d'en rediscuter plus tard. Au revoir.